Bonjour et bienvenue dans cette présentation où nous allons découvrir ensemble l'intégration des nomenclatures dynamiques dans SEMrush. Je suis Victor, consultant MDM au sein du pôle Data Management chez Quanzeo et aujourd'hui on va voir comment cette approche peut vous faire gagner en flexibilité et en efficacité dans la gestion de vos référentiels. Donc, dans cette session, nous allons voir ce qu'est une nomenclature et pourquoi c'est essentiel en gestion des données, l'intérêt d'une nomenclature dynamique comparée à une approche plus classique, une démonstration concrète pour voir comment tout cela fonctionne dans ces marchés XDM. Donc l'objectif est que vous repartiez avec une vision claire et pragmatique de l'utilisation des nomenclatures dynamiques et que vous compreniez comment elles peuvent simplifier votre quotidien. On va donc commencer par poser les bases avec une définition simple de ce qu'est une nomenclature. Alors, avant de rentrer dans la démonstration, il est important de comprendre ce qu'est une nomenclature et pourquoi elle est essentielle dans la gestion des données. Alors, une nomenclature, c'est tout simplement une classification de référence. Donc, c'est un ensemble de valeurs standards qui permet de structurer et harmoniser les données dans un système d'information. L'idée, c'est d'éviter les erreurs, les incohérences et de rendre les données exploitables facilement. Alors pourquoi c'est utile? Donc une nomenclature, elle a trois grandes caractéristiques principales. Donc premièrement, on a la standardisation. Donc elle impose des valeurs officielles pour éviter les erreurs et garantir la qualité des données. Ensuite, nous avons la réutilisation. Donc là, ces valeurs peuvent être utilisées dans plusieurs applications et bases de données. Et enfin, l'optimisation des analyses. Donc en structurant mieux les données, on facilite la gestion de la gouvernance. Si on prend un exemple concret, imaginons que nous gérons des informations sur des clients. Donc plutôt qu'écrire France ou FR en minuscule ou FRA, par exemple, en majuscule, dans une base de données, on impose la nomenclature. Donc là qu'on peut voir FR-France. Pareil pour les types de clients, donc Ind pour individuel, Pro pour professionnel, VIP pour premium. Et pour les statuts d'une commande, on impose des valeurs standardisées comme en cours, validé, expédié ou annulé. Donc, grâce à la nomenclature, les données sont propres, structurées et surtout compréhensibles et exploitables facilement. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'est une nomenclature, voyons pourquoi il est intéressant d'opter pour une nomenclature dynamique plutôt qu'une gestion statique. Donc dans un Master Data Management, donc MDM, on gère souvent des dizaines, voire des centaines de nomenclatures. Donc si chaque ajout ou modification devait passer par l'IT, ce serait une perte de temps et une vraie contrainte pour la réactivité métier. Une nomenclature dynamique permet plusieurs choses essentielles. Donc, premièrement, le gain de temps et l'autonomie métier. Donc, les utilisateurs métiers peuvent ajouter ou modifier des nomenclatures sans passer par l'IT. Ensuite, on n'a pas de redéploiement du modèle. Donc, une nouvelle nomenclature peut être ajoutée sans impacter l'architecture existante, évitant ainsi les interruptions. Nous avons moins de maintenance pour l'IT. Donc, l'IT n'a plus besoin d'intervenir sur la modélisation ou les déploiements, ce qui réduit les coûts et la charge de travail. Et une simplification de la compréhension du modèle avec des nomenclatures bien organisées, la structure des données devient plus lisible et facile à gérer. À savoir que c'est un modèle idéal pour les référentiels produits, c'est-à-dire que dans le cas comme la gestion des référentiels produits, où l'on doit ajouter fréquemment de nouveaux attributs, c'est-à-dire des différentes caractéristiques à un produit, cette approche est particulièrement pertinente et efficace. Donc pour savoir si on doit utiliser ou pas une nomenclature dynamique, c'est facile, il faut se poser la question si vous avez beaucoup de nomenclature, cette approche est clairement un gros avantage. En revanche, si vous avez seulement quelques nomenclatures, une gestion manuelle dans le modèle peut suffire. Mais attention, ce modèle a aussi des limites. Donc même si les nomenclatures dynamiques offrent beaucoup de flexibilité, elles complexifient l'intégration des flux via API. Donc pourquoi? Parce que dans un modèle statique, les valeurs sont définies une fois pour toutes et les API sont plus simples à implémenter. Mais dans un modèle dynamique, les API doivent être capables d'adapter leur flux aux évolutions des nomenclatures, ce qui complexifie leur mise en place.
En d'autres termes, il faut prévoir des API plus intelligentes qui peuvent gérer des changements de structure en temps réel, et cela demande un travail supplémentaire côté IT. Donc, avec une nomenclature dynamique, on gagne en souplesse, on réduit la dépendance à l'IT et on simplifie la gestion des données. Mais il faut aussi bien anticiper l'impact sur les flux d'intégration. Passons maintenant à la démonstration pour voir tout cela en action. Donc pour ce faire, on se retrouve sur donc une application. Donc ici, c'est une application de Product Retail pour l'exemple. Donc là, l'objectif, c'est de créer des attributs. Du coup, qu'est-ce qui va catégoriser notre produit? Caractériser, pardon. Donc ici, je vais dans référence data, moi je l'ai mis ici. Donc là, hop, j'ai l'onglet attributes. Donc voilà. Là, actuellement, on voit qu'on a un attribut qui a été créé, qui est mandatory et qui n'est pas une liste de valeurs. Ce qui veut dire que le champ est libre et qu'on peut écrire ce que l'on souhaite. Bien sûr, tout est modulable et en fonction et personnalisable. Donc ici, on clique là pour créer des attributs. Alors ici, par exemple, on va créer un attribut closure type. Donc closure type, hop, on va le faire donc mandatory et on va aussi dire que c'est une liste de valeurs. Donc closure type, c'est le type de fermeture d'un vêtement, par exemple. Hop. Donc là, on voit que ça a été submit. On refresh. Donc voilà, là on voit qu'on a bien deux attributs. Là, vu que c'est une liste de valeurs, il faut qu'on assigne des valeurs à cet attribut. Alors là, on clique dessus et là, on voit attribut de value. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune valeur à cet attribut. On va en créer. Hop. Donc par exemple, ça peut être des lacets, type de fermeture. Ça peut, je vais en créer deux, trois pour que ça fasse une petite liste. Ça peut être zip. Je sais qu'il y a Velcro aussi qui est connu. Hop, Velcro. Donc là, on peut en faire autant qu'on le souhaite. Hop, ok. Donc là, on a nos trois valeurs d'attributs. Donc là, l'idée que maintenant on a créé ces attributs directement sur l'application, il faut les associer à une sous-famille. Donc quels seront les produits qui auront ces caractéristiques-là? Donc là, je vais choisir ma sous-famille. Donc là, par exemple, on va dire que c'est des women's shoes et que c'est des heels. Je pense que c'est des chaussures à talons. Hop. Donc là, on en arrive, en cliquant, on voit directement qu'ici, attribut de subfamily, enfin, c'est les attributs de la sous-famille, on voit qu'il n'y a rien du tout. Donc là, il faut les associer. Pour ce faire, voilà, j'ai cliqué sur créer, et ici, on a la liste des attributs. Donc là, pour cet exemple, on peut utiliser les deux. Hop. Et c'est lequel c'était le dernier? C'était highlight. Donc là, on voit qu'il y a bien plusieurs types. Et highlight. Donc voilà, donc là déjà on a fait, là déjà c'est fait, c'est-à-dire que là on a nos attributs, on les associe aux sous-familles, et c'était le plus dur à faire. C'est-à-dire que maintenant qu'on va vouloir créer un produit, ou éditer un produit existant, donc là par exemple je mets hop, chaussures, talons, on va dire que la brand c'est hop, Delta Closing, donc là on avait dit que c'était des women's shoes et des heels, en description, en exemple, on va mettre pareil. Et en cliquant sur Next, directement, l'application aura reconnu que, vu qu'on a choisi la sous-famille qui était la bonne, celle où on a créé, on a associé les attributs, elle a reconnu les attributs. Ici, on peut voir que la case valeur est vide. C'est normal, il faut du coup renseigner la valeur à ces attributs. Donc ici, pour closure type, on va cliquer. Attribute value. Donc voilà, là, on a les trois valeurs qu'on avait associées. Donc ici, par exemple, on va dire que c'est des lacets, laces. Donc là, pour Height, on a vu que on n'avait pas sélectionné l'onglet liste de valeurs. Donc là, on va voir que voilà, c'est un champ lié. Donc on va dire que, je sais pas, on va mettre 10, mettons que c'est 10 cm, des talons de 10 cm. Hop, go to list, finish.
Et voilà, on a créé notre produit. Bon, bien sûr, en situation réelle, ça peut être plus compliqué avec plus d'attributs. Là, c'est un peu une version simple. Et voilà, donc ici, on voit qu'on a chaussure talon, c'est celui qu'on a créé. Et on a le résumé avec en dessous nos attributs concernés avec bien leur valeur ici. Donc, bien sûr, l'affichage peut être amélioré. Là, c'est pour surtout vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais maintenant vous expliquer l'architecture qui permet cette gestion de nomenclature dynamique. Alors, notre modèle, il s'articule autour de plusieurs entités qui interagissent entre elles. Donc, ici, c'est les entités en orange qui nous intéressent pour notre sujet. Euh, on va commencer par l'entité attribute, qui est la pierre angulaire du système. Donc, elle définit les caractéristiques de nos nomenclatures et leurs propriétés. Donc, pour savoir si elles sont obligatoires ou contraintes. Par exemple, nous avons l'attribut closure type qu'on a créé ensemble juste avant, qui est contraint avec des valeurs prédéfinies comme laces, velcro et zip. Ou encore, on avait l'attribut heelHeight qui, lui, n'était pas contraint et qui permet une saisie libre. Ces attributs, ils sont liés à deux éléments essentiels. Alors, d'une part, on a l'entité attribute value qui stocke toutes les valeurs possibles pour les attributs contraints. Par exemple, comme je l'ai dit précédemment, closure type où on stocke les valeurs laces, velcro et zip. D'autre part, on a l'entité attribute subfamily qui elle fait le lien avec les sous-familles de produits permettant ainsi de définir quel attribut s'applique à quelle catégorie spécifique. Enfin, on a l'entité product attribute qui elle aussi joue un rôle central, car elle fait le lien entre le produit lui-même et les valeurs d'attributs qui lui sont assignées. C'est ici qu'on stocke les valeurs réelles choisies pour chaque produit. Donc on peut voir que cette structure permet vraiment une grande flexibilité, qu'on peut facilement ajouter de nouveaux attributs, modifier leurs valeurs possibles et les associer à différentes sous-familles de produits. Et le tout sans avoir à modifier la structure du modèle. À noter que je n'ai pas parlé volontairement de cette entité, qui fera l'objet d'un autre Kesako, qui permet en fait de filtrer justement cette nomenclature, toutes ces listes de valeurs, qui, par exemple, en fait, nous permettra de sélectionner closure type, si on choisit laces, les lacets, et automatiquement, seules les valeurs qui seront compatibles avec cette valeur-là, donc lacet, s'afficheront pour les autres attributs. Du coup, c'est tout pour l'architecture et j'ai une dernière chose à vous montrer qui est en fait le stepper qui permet de créer le produit ou d'éditer un produit existant. Donc ce stepper, il est dans l'entité product. Ici, c'est le stepper author product. Donc voilà, il se présente comme ceci. On a au début la page générale information qui est la page où on a rentré le nom du produit, la marque et la sous-famille, ce qui est important. Et en fait, dans la page suivante, qui est celle où on renseigne les attributs, on a voilà, créé un stepper qui permet en fait, qui appelle une fonction SQL qui permet de vérifier la relation entre l'entité product attribute et attribute subfamily et en fait d'afficher les bonnes informations dans le stepper, c'est-à-dire que vraiment les attributs correspondant à la sous-famille lors de la création du produit. Et voilà, on arrive donc à la fin de cette démonstration sur les nomenclatures dynamiques. Passons maintenant à la conclusion. Merci d'avoir suivi cette présentation sur l'intégration des nomenclatures dynamiques dans CMarchi. J'espère que ça vous a apporté des clés pour mieux comprendre l'intérêt de cette approche et comment elle peut s'intégrer dans vos projets MDM. Si vous avez des questions ou des projets en cours, vous pouvez nous contacter directement à l'adresse donc contact@quanzeo.com. Merci encore pour votre attention et à bientôt pour un prochain épisode de Kizako Data.